Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de magnétisme. Magnétisme, en principe, vous avez fait le cours sur électromagnétisme et équations de Maxwell dans le vide. Je vais revenir sur ces équations de Maxwell hein, dans le vide avec effectivement, vous avez la divergence de B qui est égale à zéro, le rotationnel de B qui est égal. Donc en principe, c'est mu0 J sur ce que vous avez vu, plus mu0 epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps. Ensuite, quand vous êtes dans le vide, ce terme-là, effectivement, disparaît. Donc ça, c'est les sources, hein. Après, vous avez la divergence de E égale ρ sur epsilon 0 et le rotationnel de E qui est égal à moins la dérivée de B par rapport au temps. Alors, il y a des petits changements quand on est dans la matière. Ces équations de Maxwell, effectivement, on les adapte quand on est dans la matière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On conserve effectivement le flux, la divergence de B est toujours égale à zéro. Alors, la deuxième étape, c'est effectivement le rotationnel de B qui est égal à mu0j plus cette partie-là. Donc, en fait, il va y avoir des charges de polarisation et il va y avoir des courants qui vont conduire à une aimantation. Donc, dans la matière, effectivement, vous avez déjà entendu parler des aimants, hein. Vous avez un champ magnétique résiduel. Donc, il est possible d'inclure dans D, donc c'est le déplacement électrique, c'est epsilon 0 E plus les charges de polarisation. Et après, vous allez faire la même chose au niveau de B. Vous allez dire B, c'est égal à mu0 H. Donc ça, c'est l'excitation magnétique qui va nous intéresser ici. Et après, pour la suite, il y a plusieurs conventions. Je vais prendre celle qu'il y a sur Wikipédia. Il y en a qui mettent plus effectivement M et il y en a qui mettent plus mu0M. Alors, c'est du détail, hein, c'est du détail, mais sachez qu'effectivement, en fonction des auteurs, vous pouvez avoir des conventions qui changent un petit peu. Du coup, effectivement, ça va changer notre équation. Donc, ici, on va avoir rotationnel de H qui va être égal à J. Alors, c'est les courants extérieurs, hein. C'est les courants qui restent associés aux sources, plus la dérivée de D par rapport au temps. Alors, div, donc là, on met les charges de polarisation ici. Donc, div de D égale ρ, libre. Donc, toujours par rapport aux sources, hein. Et puis, finalement, rotationnel de E, lui, ne change pas. Et donc, ça, on a les équations de Maxwell dans la matière. Alors, c'est un peu compliqué hein, au départ, quand on regarde effectivement ces équations de Maxwell dans la matière. Mais ça me paraissait important de vous les rappeler pour débuter effectivement le cours sur le magnétisme. Donc, dans le magnétisme, ça veut dire effectivement, nous, on va s'intéresser ici à B, à H, et puis à l'aimantation résiduelle. On va essentiellement se focaliser sur ces grandeurs-là. Et je ne vais pas regarder les dépendances temporelles, hein. Je veux dire, vous pouvez reprendre les équations de Maxwell dans la matière. Ça pose pas de problème particulier, hein. Tout ce que vous avez appris effectivement sur la divergence en faisant l'intégrale sur un volume pour avoir le flux, ou alors sur le rotationnel en faisant la circulation sur une surface pour avoir la grandeur H, ça s'applique toujours et puis vous trouvez vos relations sans difficulté.
Donc, ce que je vous propose maintenant, ben, c'est d'arriver directement sur la partie qui nous intéresse, donc sur la partie des aimants. Donc, sur la partie des aimants, il y a deux types d'aimants qui vont nous intéresser. Ça va être les aimants fixes, donc les aimants permanents. Et puis, on va regarder effectivement ici la partie induite. Donc, ça va être effectivement de l'aimantation, mais induite par un courant par un courant électrique. Donc ici, je vais mettre électroaimant. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les aimants qui sont les aimants permanents? Donc, c'est un petit peu ce que vous avez dans votre document de travail, hein. Donc, généralement, on trace un axe, on met un H ici, on met B ici, et puis on regarde un aimant permanent. Alors, quand on a un aimant permanent, donc vous vous souvenez de ce que j'ai écrit hein, tout à l'heure, donc je vous le rappelle, juste sur la page, alors, sur la page précédente, donc j'arrive ici. Donc, je vous ai écrit B égale mu0H plus mu0M. Donc, s'il n'y avait pas d'aimantation ici, ben c'est égal B égale mu0H. Éventuellement, si l'aimantation est proportionnelle à H, je vais avoir un mu relatif ici H. Et en fait, cette relation, c'est la relation que je vais utiliser maintenant. Et je vais avoir deux types de matériaux. Donc, soit des matériaux qui sont des matériaux ferroélectriques, et donc des matériaux durs. Et donc, dans les matériaux durs, ben, en fait, je vais avoir une relation où je vais avoir effectivement quelque chose comme ceci. Quand je décris un cycle, voilà, donc je décris le cycle. Donc, quand je me balade, j'arrive ici, je reviens ici. Et donc, quand je suis à H nul, ben, j'ai un champ magnétique rémanent. Alors, dans le cas d'un électroaimant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement, j'ai M qui est proportionnel à H. Donc, j'ai un B qui va être égal à un mu0, mu relatif H. Et ce mu relatif peut être extrêmement grand, hein. On peut avoir des valeurs de 1000. Donc, c'est très important. Par contre, effectivement, sur le cycle, quand j'ai un électroaimant, j'ai généralement un matériau qui est un matériau doux. Ça veut dire qu'il n'a pas de cycle d'hystérésis. Donc, électroaimant, ici, il faut un matériau doux. On dit doux parce qu'effectivement, matériau doux, parce qu'il n'y a pas de cycle d'hystérésis. Et par conséquent, effectivement, on a une relation linéaire entre B et H. Donc, en termes d'application, ce qu'on peut voir, c'est effectivement sur un aimant permanent. On pourrait imaginer avoir une plaque de fer. Alors pourquoi du fer? Parce qu'on veut que les lignes de champ magnétique restent à l'intérieur. Si j'ai un matériau quelconque, en fait, les lignes de champ magnétique vont s'étaler. Donc j'ai un matériau qui est du métal, donc du fer, et dessus je mets un aimant permanent. Donc ça peut être en forme de U comme ça. Et puis je considère qu'effectivement ici, ben, j'ai une partie qui est positive, une partie qui est un pôle nord, pôle sud. Donc de façon classique, hein, mais c'est pas ça qui est important. Donc, ce que j'ai un champ rémanent, un champ magnétique rémanent. Alors, je vais utiliser quoi comme relation? Ben, je vais juste utiliser divergence de B égale 0. Alors, quand je vais arracher l'aimant ici, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer un petit espace là, et donc je vais calculer en définitive le travail qu'il me faut pour créer cet espace-là. Donc, le travail delta W, c'est la force fois le déplacement. Donc le déplacement, je vais l'appeler epsilon.
Et donc ce travail, ben, il va être égal à l'énergie, ici, qu'il faut, disons, à l'énergie supplémentaire qui a été créée par l'apparition de ce vide. Donc cette énergie, c'est quoi? Ben, c'est une densité d'énergie magnétique, donc c'est B extérieur au carré sur 2 mu, donc mu de l'air, donc ici ça va être très proche de mu zéro, et je multiplie ça par le volume qui a été créé. Donc là, la surface, je vais prendre la surface totale, hein. J'aurais pu mettre deux fois la surface, mais on va considérer que c'est la surface totale, hein, multipliée par effectivement le epsilon. Alors, divergence de B égale 0, ça me dit quoi? Ça me dit que B extérieur, à cause de la conservation du flux, hein, B extérieur, c'est égal à B intérieur, qui est égal à B rémanent. Et donc, je peux en déduire la force F qu'il faut exercer. Donc, ça va être la surface totale multipliée par B rémanent sur 2 mu 0. Alors, je vous ai mis une valeur numérique. Alors, je reprends ce que je vous ai donné dans le petit document que vous avez pour travailler. Donc, si on considère effectivement un aimant qui a une surface de 2,54 cm de diamètre, vous prenez un champ rémanent de 1 Tesla et donc vous obtenez une force de 205 newtons, qui est quand même une force importante, hein, 205 newtons. Donc vous divisez par 10 hein, pour avoir un équivalent en termes de poids, ça supporterait une masse qu'on pendrait de 20 kilos. Donc c'est énorme, hein. Ça tient bien. Donc ça, c'est effectivement la force magnétique. Alors on peut faire la même chose avec l'électroaimant. Alors pour l'électroaimant, qu'est-ce que je vais avoir comme différence? Ben, je vais avoir un matériau doux, comme ceci. Et puis ici, je vais faire un circuit. Voilà. Et donc j'ai un courant I qui passe et j'ai N spire. Alors le raisonnement ici, c'est le même, si ce n'est que, effectivement, le BE, je ne vais pas pouvoir le changer par un B rémanent, parce qu'il n'y a pas de champ rémanent. Donc c'est un champ qui va être créé. Donc je reprends mon équation de Maxwell sur le rotationnel de H, qui est égal à J. Donc ça me fait H à l'intérieur, H intérieur multiplié par la longueur à l'intérieur, plus HE, donc la longueur à l'extérieur, donc je l'avais appelé epsilon, donc je vais continuer à l'appeler epsilon, c'est peut-être plus simple. Et donc ça, c'est égal à NI. Donc ben, je peux mettre effectivement HI, c'est égal à quoi? HI, ben, je l'ai effectivement ici. Donc ça va être le L sur mu 0 mu relatif multiplié par, donc ça va me donner effectivement HI en fonction de B, et donc plus epsilon sur mu 0. Donc tout ça, c'est facteur de B. J'ai toujours ma continuité de B, hein, liée, là c'est un n égal, hein, lié à la divergence de B est égal à 0. Donc ça fait B extérieur égale à NI. Donc si epsilon est vraiment petit, hein, du coup je vais pouvoir négliger ce terme-là. Et puis ben, j'en déduis ma force, F, qui va être égale à la surface totale. Multiplié donc B extérieur, ça va être NI mu 0 mu R sur L au carré
divisé par 2 mu 0. Alors, je pense que c'est ce que je vous ai donné comme formule. Ni sur L. Donc, on a ça. Donc, si je prends... Donc, il y a un exemple qui est donné, hein. Donc, si je prends mu R qui vaut 5000, eh ben, on obtient une force de F de l'ordre de 2000 newtons. Donc, vous voyez, effectivement, c'est quelque chose qui va être extrêmement efficace pour faire une fermeture de porte dans un immeuble. Donc, si vous mettez, vous faites passer un courant, hein, je veux dire, vous allez avoir effectivement une force magnétique vraiment importante et vous n'avez plus qu'à couper le courant, il n'y a plus de force, on peut ouvrir la porte, etc. Donc voilà en termes d'application, donc deux exemples simples pour vous montrer un petit peu les caractéristiques dans la matière. Donc on a deux types dans les matériaux qui sont des matériaux ferromagnétiques. On a deux types effectivement de comportements. Soit on a des ferromagnétiques durs, donc avec des cycles d'hystérésis, soit des matériaux ferromagnétiques mous avec effectivement B qui varie linéairement avec H, mais avec B qui est extrêmement fort parce que le mu relatif peut prendre des valeurs de plusieurs milliers. Et donc, vous voyez, effectivement, en termes d'application, on peut avoir des forces pour fermer. Donc, les verrouillages magnétiques, c'est très utilisé, la partie qui est ici, c'est très utilisé sur les tables optiques pour fixer. On a juste, effectivement, ici, on met un aimant. Et puis, on met l'aimant vertical, donc le système est ouvert, on tourne l'aimant, et donc le système est fermé, et ça verrouille magnétiquement. Donc, vous voyez ça aussi dans les films, des fois, avec des verrouillages magnétiques, des poignées, on tourne, et puis on peut escalader une paroi en métal. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.